Emmanuel Macron vole au secours d'un automobiliste. Ce dernier a reçu une amende après avoir payé avec son téléphone portable à un péage. Il a publié une vidéo sur TikTok devenue virale à laquelle le président a répondu. Jordan Olivier. La réaction d'Emmanuel Macron ne s'est pas fait attendre. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Sur ses réseaux sociaux, le chef de l'État a répondu hier à la vidéo d'un internaute. Son tort, avoir utilisé son smartphone au moment de payer. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Pourtant, le code de la route est clair. L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Même au niveau d'un péage, le téléphone est donc proscrit. Une situation ubuesque, largement moquée sur les réseaux sociaux. C'est quoi tous ces policiers? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste payé le péage avec mon téléphone. Emmanuel Macron a annoncé avoir transmis le dossier au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau afin de régler le problème le plus rapidement possible. Merci Amal, prochain journal avec vous tout à l'heure à 9h. Bonjour Sophie Binet, bienvenue. Vous êtes secrétaire générale de la CGT. Un mot d'abord sur ce qu'on vient d'entendre. Emmanuel Macron qui fait un message TikTok cette nuit pour répondre à cet automobiliste, ça vous inspire ? On sent qu'il est très désœuvré en fait, c'est ça qui est un peu étonnant. Après la situation est extrêmement choquante et donc il faut clarifier, mais c'est bizarre que le chef de l'État réponde lui-même par une vidéo. On aurait aimé avoir les mêmes réponses sur la question de la réforme des retraites par exemple. Alors ça c'est le sujet évidemment sur lequel nous allons prendre le temps de nous arrêter maintenant parce qu'il est aux confluences de tout en ce moment. Je voudrais commencer avec la prise de parole d'Éric Lombard, le ministre de l'économie, semble un peu clarifier les difficultés du gouvernement ces derniers jours en disant non, il n'y aura pas de nouveaux impôts sur les ménages, il n'y aura pas de nouvelles contributions demandées aux retraités. Est-ce que ça vous rassure ? Ça c'est très important effectivement parce qu'il faut arrêter de penser que les retraités sont défavorisés. Par contre, ce qui est problématique dans l'interview que le ministre de l'économie donne aux Échos, c'est d'abord qu'il ne clarifie pas du tout la question du travail gratuit pour les salariés, de nous supprimer un jour férié et de nous obliger à travailler une journée gratuitement. Ça, je vais voir la ministre du Travail tout à l'heure et je vais lui demander des clarifications sur ce point. Donc ça c'est la piste pour financer le grand âge, hein. Les 7 heures supplémentaires. C'est les 7 heures. En tout cas, c'est la piste pour nous taxer. Et puis la deuxième chose très grave dans cette interview, c'est que le ministre de l'économie dit qu'on a besoin des dividendes dans notre société, qu'il ne faut pas plus les taxer et envoie un message pour rassurer les entreprises dans le même temps. Et donc je le dis clairement, c'est pris comme une insulte pour les salariés, pour les dizaines de millions de personnes qui se lèvent tôt pour aller bosser, qui bossent dur et qui n'arrivent même pas à boucler leur fin de mois. Je rappelle qu'aujourd'hui, les salariés n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de salaire d'avant 2020. Et donc, non seulement le gouvernement ne fait rien pour augmenter les salaires, mais en plus, il nous dit qu'il va falloir qu'on travaille gratuitement une journée, le travailler plus pour gagner moins. Je laisse de côté la question des 7 heures, qui sera peut-être discutée. Mais ce matin, on indiquait que 300 milliards d'euros quittent chaque année l'Europe pour aller s'investir aux États-Unis. Nos entreprises, elles ont besoin de fonds propres. Enfin, vous le concevez. Il faut qu'on puisse les conserver. Oui. Et vous-même, si vous avez de l'argent à investir, vous allez l'investir là où ça vous rapporte, pas là où vous perdez en substance. Et je vois pas pourquoi on perdrait en investissant en France. Mais précisément, encourageons l'investissement en France. Oui. Il n'y a pas de lutte contre le capital, là, non, il est utile dans ce cas-là. Mais en fait, le problème, c'est que les dividendes atteignent cette année un record inégalé. Il n'y a jamais eu autant de dividendes distribués en France et la France a en plus le record d'Europe. C'est 100 milliards d'euros. C'est une mauvaise nouvelle pour vous, ça ? Ah bah oui, bien sûr. C'est pas une bonne nouvelle pour les boîtes ? C'est pour ça que les entreprises sont dans de telles difficultés économiques. C'est que l'argent qui est créé par notre travail, au lieu d'aller dans l'investissement pour préparer l'avenir en matière de numérique, en matière d'environnement par exemple, au lieu d'aller rémunérer les salaires, ce qui nourrit directement la consommation, c'est aspiré par les dividendes distribués aux actionnaires. C'est pour ça aujourd'hui que notre économie va mal. C'est la bulle prix-profit qui aujourd'hui nous enferme dans des difficultés économiques. On a aussi des chiffres cette semaine qui nous disent en substance que les salaires vont augmenter plus vite que les prix cette année. Oui, alors, je vous concède que c'est une moyenne. Tout le monde... D'accord. Tout à fait. C'est une moyenne et surtout, même si c'était le cas, on ne retrouverait pas le niveau d'avant 2020. Et c'est très grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est vécu par le monde du travail, c'est un déclassement massif et que ce déclassement n'est pas partagé puisqu'on est dans un moment où les licenciements se multiplient. Je rappelle que la CGT a rendu public une liste de 300 plans de licenciements en cours. Et que font les actionnaires ? Ils se distribuent des dividendes records alors que les salaires baissent en euros constants. C'est grave. Alors, juste pour revenir sur la question des retraites, vous dites qu'il ne faut pas toucher aux retraités. Est-ce que
quelque part, à un moment, dans la répartition des charges, il ne faudra pas toucher aux retraités les plus aisés. Je ne vous parle pas du seuil à 2 000 € qu'a évoqué Astrid Panosyan, mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de ce côté-là, ou est-ce que vous fermez totalement la porte ? Oui, on ferme la porte parce que aujourd'hui les retraités bénéficient d'une retraite bien méritée après 40 ans de dur labeur. Il faut financer nos retraites en allant chercher l'argent là où il est. Et donc la CGT fait une série de propositions. D'abord soumettre à cotisation l'intéressement et la participation. Ensuite soumettre à cotisation l'épargne retraite qui aujourd'hui est très peu fiscalisée. Et puis ensuite on pense qu'il faudrait aussi soumettre à cotisation les dividendes pour ramener de l'argent du capital vers le travail. Bien sûr. Ça, c'était l'argent des salariés. C'est l'argent des salariés, sauf que quand on soumet à cotisation l'intéressement, la participation et l'épargne retraite, on crée des droits. Et donc l'intérêt pour les salariés, c'est qu'on cotise, mais on a des droits supplémentaires. C'est ça la force de la cotisation, c'est que ça coûte, mais derrière, ça rapporte, puisque ça veut dire davantage de droits à retraite, ce qui permettrait d'élever le niveau de pension pour toutes et tous et de partir plus tôt, puisque l'objectif de la CGT, c'est bien d'abroger cette réforme violente. Vous avez vu cette semaine qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, notamment à cause de la présence des GAFAM auprès de Donald Trump, mais aussi parce qu'il y aura un sommet mondial sur l'intelligence artificielle dans 15 jours en France. On dit que ça va supprimer probablement des centaines de millions d'emplois à travers le monde. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce qu'il faut développer cette technologie parce que c'est la technologie du futur et qu'il faut gagner cette bataille-là ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut la réguler au maximum pour préserver l'emploi ? Écoutez, ce qu'il faut, c'est avoir des débats démocratiques. D'abord, l'intelligence artificielle, elle peut poser des questions déontologiques. On le voit en plus avec la concentration des GAFAM entre les mains de quelques milliardaires qui maintenant sont d'extrême droite et jouent pour l'extrême droite avec des possibilités d'usurpation d'identité, de généralisation de la surveillance faciale, etc. Donc il y a des questions déontologiques qui doivent être posées démocratiquement et collectivement, d'où l'enjeu de régulation. Et ensuite, il y a aussi des questions sociales qui doivent se poser et qui doivent appeler à une régulation. Par exemple, on a de plus en plus de métiers qui maintenant sont régulés par algorithme, avec des algorithmes, un ordinateur qui rythme le travail, qui peut sanctionner les salariés, par exemple les livreurs. Eh bien, les algorithmes doivent être transparents, on doit pouvoir négocier sur l'organisation de ces algorithmes. Et donc, ce que demande la CGT, c'est qu'il y ait une directive européenne sur l'intelligence artificielle et, plus loin, qu'il y ait une convention de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire une norme internationale pour encadrer l'intelligence artificielle qui soit négociée avec les syndicats et le patronat de façon à pouvoir cadrer les choses. Ça serait très dangereux de partir, comme parfois semble vouloir le faire Emmanuel Macron, dans un Far West d'intelligence artificielle et de faire un concours pour tirer les normes vers le bas. C'est plutôt Donald Trump, non ? Qu'Emmanuel Macron. C'est aussi Emmanuel Macron parce que la Commission européenne a ouvert des travaux pour réguler et que c'est la France qui freinait des cas de fer sur la question de la régulation de l'intelligence artificielle. Le seul en Europe qui voulait réguler s'appelle Thierry Breton. Il était Exactement. français. Et justement, Thierry Breton a été débarqué par qui ? Par la présidente de la Commission européenne, mais aussi par Emmanuel Macron qui a proposé quelqu'un pour le remplacer. Il n'a pas été très soutenu quand même, le commissaire européen. Ça ne nous a pas échappé, alors qu'il avait attaqué frontalement Elon Musk. Je voudrais revenir au conclave. Alors le mot a été utilisé par François Bayrou, pardon, je le dis avec un sourire parce que l'allusion religieuse n'a pas plu à tout le monde, notamment à vous, je pense. Conclavé, Pascal, ça veut dire fermé à clé en fait. Fermé à clé. Fermé à clé. Donc du coup, il y a des réunions qui ont débuté. Initialement, vous avez dit ce ne sera pas un conclave, puis on ne va pas y aller, puis en fait vous y êtes. Je voudrais qu'on comprenne mieux ce qui se passe pour la lisibilité, c'est très important pour les gens qui nous regardent. Donc est-ce que oui ou non les échanges ont commencé et comment ça se passe ? Alors d'abord, il n'y a pas de conclave. La CGT n'a évidemment jamais participé à aucun conclave et ne participera à aucun conclave. C'est évidemment une question de laïcité, il faut être cohérent, mais c'est surtout une question de principe, parce que qui dit conclave dit secret. Nous ne faisons aucune négociation secrète. Cette question des retraites, elle intéresse les 20 millions de salariés français et nous allons le faire sous leur regard, parce que c'est ça qui va changer les choses. Et donc ce que la CGT lance là dans ces jours-ci, c'est une grande campagne d'information sur les retraites pour que ces discussions se fassent sous le regard des salariés et qu'ils puissent donner leur avis et peser sur ces discussions pour que nous puissions gagner l'abrogation. Est-ce qu'il y a des avancées ? Il y a une photo qui tourne, on vous voit aux côtés de votre confrère de la CGT, vos confrères de la CFDT, du MEDEF. Est-ce que vous êtes en capacité
de faire un pas les uns les autres et d'aller vers une solution pour les Français, hein, j'entends bien. Ou est-ce que là, ça vous semble compliqué au moment où on se parle ? Eh bien, écoutez, la question, c'est le cadrage. Et là encore, nous attendons des clarifications du gouvernement. Le Premier ministre s'était engagé à ce que la démocratie ait le dernier mot et à ce que, quoi qu'il se passe, ça soit les députés qui décident à la fin. Une de ces ministres a dit l'inverse à l'Assemblée nationale il y a 2 jours. C'est pas possible qu'il y ait des contradictions et une cacophonie gouvernementale. C'est très important que la démocratie ait le dernier mot, alors que cette réforme a un vice démocratique. Ensuite, le deuxième souci, c'est que le gouvernement, le Premier ministre, a refusé de bloquer l'application de la réforme. Et donc que nous allons discuter pendant que la réforme continue à s'appliquer. Et nous, notre inquiétude, c'est que la CGT refusera de chuter sur, par exemple, un aménagement à 63 ans. Ça serait un recul par rapport à la situation actuelle, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, on part à 62 ans et demi, et que ce recul de 6 mois est déjà une catastrophe, puisque les personnes inscrites à Pôle emploi de plus de 62 ans ont augmenté de 50%. Pour clarifier les choses, c'est-à-dire que vous participez aux conversations, mais vous dites, par exemple, s'il n'y a pas d'abrogation pure et simple de ce départ à 64 ans, il n'y aura rien pour nous. La CGT participe aux discussions avec une stratégie de pied dans la porte, et nous participons à toutes les discussions pour porter la nécessité d'abroger cette réforme pour revenir dans un... Donc pas d'accord avec vous, pour dire les choses simplement, si l'âge de départ n'est pas changé. Revenu à 62 ans, mais ça vous avez c'est sûr. Au mois de septembre, en fait, puisqu'il y a 100 000 personnes qui arrivent à la retraite au mois de septembre, c'est l'application de l'agenda Touraine, enfin du glissement progressif. Donc vous avez quand même... D'abord, enfin, ma question c'est, est-ce que ça n'est pas bien finalement que le Premier ministre renvoie aux partenaires sociaux? L'esprit du paritarisme, il est important. En France, un sujet comme les retraites, puisque les retraites, vous l'avez rappelé, c'est financé par les cotisations sociales, c'est-à-dire par les salariés eux-mêmes. Ce qui est très important, c'est que enfin le gouvernement reconnaisse que cette réforme ne passera pas, et qu'il faut la remettre en chantier d'une façon globale. Ça fait 2 ans qu'on le demande, il était temps. Donc c'est bien pour vous. Ça, c'est évidemment, il y a eu pendant 6 mois une mobilisation historique, et donc enfin ce message est entendu. Après, nous sommes très vigilants sur le cadrage des discussions, parce que nous avons vécu avec l'assurance chômage des discussions extrêmement corsetées où en fait on nous laisse le choix entre le marteau et l'enclume. Parce qu'il y avait une lettre de cadrage, là il n'y en a pas tant. Oui, sauf que en fait là, pourquoi je pose la question de la démocratie à la fin, le problème c'est que si on ouvre ces discussions en garantissant au patronat que s'il n'y a pas d'accord, la réforme actuelle continue à s'appliquer, je vois pas comment est-ce qu'on peut arriver à un accord avec le patronat. Mais est-ce que quelque part vous y croyez ? Est-ce que vous pensez qu'il peut se passer quelque chose ? Les gens qui nous écoutent, ils se demandent, ils sont en majorité contre la réforme des retraites, on le sait. Est-ce qu'il y a une solution selon vous ? Oui, la solution c'est d'abroger cette réforme, et nous, dans ces discussions, nous allons démontrer, comme nous le faisons depuis 2 ans, que c'est finançable et qu'il y a des mesures très simples qui ne couleront pas nos entreprises pour pouvoir financer l'abrogation de la réforme. Et là où il y a une solution et où nous sommes confiants, c'est qu'il y a une majorité très claire à l'Assemblée nationale de députés qui souhaitent abroger cette réforme. Dans votre cours, s'il vous plaît, Madame Binet, dans vos vœux aux membres de la CGT, vous appelez à la journée du 8 mars. Vous envoyez tout le monde à la journée du 8 mars, journée d'action. Est-ce que c'est propre à la CGT ? Est-ce que c'est une journée intersyndicale, comme on l'a vu justement au cours de la mobilisation des retraites ? Il va se passer quoi ? Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et donc la CGT, avec les associations féministes, appelle à une grève féministe pour gagner l'égalité salariale. Et mais est-ce que ça va dépasser ce cadre-là ? L'égalité salariale, c'est ce qui permet aussi de financer nos retraites. S'il y avait l'égalité salariale, il n'y aurait pas de déficit. Ce que Pascal Ferry nous rappelle tous les jours. Il y a 2 choses, Mme Binet. Il y a 1, l'emploi des seniors, 2, l'égalité salariale homme-femme. Vous avez financé le déficit structurel de la réforme des retraites. Tout à fait, exactement. Et donc sur cette journée, la CGT en est chaque année, et j'espère bien que l'ensemble des organisations syndicales s'inscriront dans cette journée. C'est très important que le mouvement syndical soit présent sur les questions féministes. Merci beaucoup Sophie Binet d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.